Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler le remerciement. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. Je voudrais donc inviter toutes celles et ceux comme moi ont eu la grâce d'Allah, de Zamba, de Zambeu, de Zama, de Tatabe, d'ici, de Loba, de God, de Job, d'Allah, de voir ce jour. Je vous invite à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Je vais avoir une pensée pour tous mes compatriotes musulmans qui ont commencé le jeûne du Ramadan pendant cette période. Ça purifie l'homme, ça rend fort. Et accessoirement, d'autres vont profiter pour perdre du poids parce que c'est un très bon régime. On mange à des heures bien précises. Donc, à tous les musulmans du monde entier, à tous les musulmans d'Afrique, à tous les musulmans des États-Unis, du Cameroun, de partout où vous êtes, je suis de tout cœur avec vous. Nous sommes ensemble pour cette longue période de Ramadan et que Allah pardonne nos péchés et pardonne aussi à toutes celles de ceux qui nous ont fait du mal. Et nous demandons aussi qu'il nous pardonne pour le mal que nous avons fait directement ou indirectement aux autres. Seule sa voix compte et seul son pouvoir compte. Seule la volonté d'Allah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, aura les effets dans nos actions, dans nos paroles au quotidien. Et que sa volonté soit faite. Bon Ramadan à toutes et bon Ramadan à tous. Mes chers compatriotes, je n'ai pas de publication à faire aujourd'hui, mais j'en ai une qui est spéciale, qui a été faite par nos ancêtres, que je voudrais tout simplement partager avec vous. Mais avant ça, je voudrais dire aux jeunes gens, comme je parlais avec mes amis ce matin, le Tout-Puissant est merveilleux. Il n'y a rien de créé sur cette terre qui dépasse l'homme, bien que la nature ait été créée bien avant nous tous. Dieu a donc créé cette nature-là avant pour qu'elle nous soit utile, que les éléments de la nature nous soient utiles. Alors, sois en accord avec la nature. Le jour où tu seras en accord avec la nature et tu l'accordes à toi, personne ne te vaincra dans la société. Parce que la nature a des connexions. Il faut t'accorder à elle. Alors, Benjamin me posait la question tout à l'heure, comment s'accorder à la nature? Il faut s'accorder à la nature tout en étudiant d'abord ton propre corps. Tu comprendras le lien entre nous maintenant et les ancêtres que vous allez suivre dans cette publication. Alors, t'accorder avec la nature, c'est d'apprendre à t'accorder avec toi-même. Vous savez, je suis contre les parents qui forcent les enfants de manger certains repas. Vous comprenez? Quand les enfants ont atteint un certain âge, on ne les force pas à manger des repas, à manger un certain nombre de choses. Parce que notre corps, même au regard d'un repas, tu n'as pas envie de manger ce repas-là. Parfois, au regard de ce repas, tu as envie d'être curieux de le manger. Le repas est laid à voir, alors qu'il a des effets positifs dans ton organisme. Parfois, le repas là, il est bien aménagé. Tu sais, quand tu arrives parfois dans un restaurant français, européen, tu arrives là, on te présente un menu, des petits frites de rat aux oreilles de grenouille, des filets de sole aux écorces d'hareng, des repas terribles. Hein? Mais le nom, la photo, mais quand tu goûtes, tu dis, ah, Seigneur Dieu, je ne veux pas manger ça. Mais c'est beau à voir. Mais quand tu regardes aussi le plat du bongo chobi, tu regardes ça, tu dis, hey, Amodo, c'est noir. Même si là-bas dedans, il y a de la viande, il y a le poisson, c'est noir. Mais quand tu manges ça, ça a de l'appétit. C'est nourrissant. Même si ça a de l'appétit, c'est nourrissant, tout le monde ne va pas manger ça. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas adhérer aux ingrédients qui sont là-dedans, ne correspondent pas à leur corps, à leur organisme. Donc ça ne peut pas créer une fusion. Ils vont manger, après ils auront des petits bobos au niveau du corps. Ils vont manger, ils auront des boutons, il y a quelque chose qui ne va pas aller. Chacun a donc
cette capacité-là à... Des gens ne mangent pas les crevettes. Il y a des gens qui ne mangent pas les poissons. Il y a d'autres qui ne mangent pas la viande. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont des végétariens. Chacun sait. Et ceux qui mangent des poissons te diront que il y a des poissons que je ne mange pas, il y a des viandes que je ne mange pas, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Pourquoi? Parce que non seulement ça peut avoir des conséquences au niveau du corps, au niveau de l'organisme, mais ils ne sont pas en accord avec cette viande-là. Il y a certaines viandes qui sont là pour te... Il y a certains gibiers qui sont des totems. Il y a certains gibiers, je disais même totem. Totem, c'est un mot que je n'aime pas beaucoup. Il y a certains animaux avec lesquels tu es en accord, qui te protègent. Tu sais qu'il y a des gens qui mangent le chat. Dans un autre monde, tu manges un chat travaillé. Quand on t'attaque spirituellement, c'est le chat qui sort. Est-ce que tu comprends? Dans d'autres cieux, dans d'autres pays, dans d'autres régions du Cameroun et d'Afrique, on te dit qu'il faut manger un chat où les parents doivent faire un rituel. Parce que c'est ce chat-là, quand on vient t'attaquer mystiquement, c'est le chat qu'on verra. Le noir est le seul être humain sur terre qui est capable de se transformer en animal. Donc il y a des gens qui ne mangent pas certains animaux. Il y a des gens qui se nourrissent des insectes. Donc, le corps humain est très important à le connecter à la nature et à manger ce qui correspond à toi. Ça te donne des forces, ça t'éclaircit ton cerveau. Parce que c'est toi. Une autre personne qui mangera le camembert, il est français, il est blanc, il mange le camembert, ça sent mauvais, il est content. Mais la même personne qui mange le camembert, qui sent mauvais là, le camembert, tu le mets ici, il y a une goutte de camembert qui tombe ici. Vraiment, même le voisin vient dire qu'il y a quelque chose qui sent dans ma maison. Mais la même personne qui mange le camembert qui sent mauvais là, te dira que non. Le bâton de manioc, mais qu'est-ce que ça pue? Mais on sent, mais dis donc, le bâton de manioc, mais qu'est-ce que ça dégage? Mais ça fouette, hein, oh là là, mais moi je mangerai jamais ça, oh là là. Mais le type là mange le camembert, il est content, avec son bon vin, un ballon de vin rouge, avec une petite baguette, il est content. Le camembert sent mauvais, mais il te dira qu'il ne mangera pas le bâton de manioc. C'est lui, c'est son organisme, c'est sa culture. Toi, le bâton de manioc, c'est ton organisme, c'est ta culture. Il y a même un Camerounais qui avait écrit dans un livre, je ne reconnais plus le nom, Camerounais, il dit, je suis noir ou je suis Camerounais, mais je ne mange pas le manioc. Donc, chacun sait ce qui va avec son corps, pour son énergie, pour sa force. Et il est très important que tu le saches. Et ça fonctionne aussi avec le sang. Vous verrez donc que il y a certaines personnes dans la diaspora et au Cameroun qui sont des combattants féroces. Tu te dis que, mais parmi tous mes enfants que j'ai accouchés là, il y a un là que dès qu'on attaque sa mère, même si tu es son frère dans la maison, il s'interpose. Dès qu'il sent une injustice dehors, il s'interpose. Mais il n'y a personne qui a fait la guerre dans la famille ici. Son grand-père a fait la guerre. Peut-être c'est son arrière-grand-père. D'où lui vient ce sens-là? Je dis que dès que tu attaques une personne, mais parfois même c'est la fille, hein, la dernière fille de la maison. Dès qu'on attaque un garçon dans la maison, c'est elle qui sort. Tu te dis que, hey, la maman même est étonnée, même étonnée, elle-même étonnée. Je dis que étonnée de voir le comportement de la dernière née de la maison qui est toujours prompte à aller défendre le frère aîné. Je dis que, mais le courage ici vient d'où à cet enfant? Les garçons sont assis, mais elle est toujours prompte à les défendre. Dans la famille, elle défend tout le monde. Il y a une connexion avec ses ancêtres quelque part que vous ne connaissez pas. Il y a une connexion avec ses ancêtres. Si ce n'est pas ses parents, ça va être ses grands-parents. Si ce n'est pas ses grands-parents, ça va être ses arrière-grands-parents. Si ce n'est pas ses arrière-grands-parents, ça va monter comme ça là jusqu'à la création de la terre. Parce que toutes les personnes qui ont contribué à la création de cette terre sont des combattants. Celui que vous aimez beaucoup, pour qui beaucoup de prient pour lui, Jésus-Christ, c'était un guerrier, c'était un combattant, c'était un bagarreur, c'était un sportif, c'était un marcheur, c'était un médecin, c'était un conseiller. Quand vous entendez que des gens font des conférences de presse,
vous parlent, ils appellent ça quoi? Des gens qui viennent donner des coachs là. Jésus est l'un des premiers coachs que vous découvrez. Mais nos grands-parents sont des créateurs, des coachs. Puisque c'est eux qui nous montrent des formules. Il faut faire ici, il faut faire ça, il faut faire ça. Ce sont nos grands-parents. Vous voyez un peu? Donc, il faut connecter ton corps avec la nature, avec des éléments que tu as autour de toi. Tu t'étudies et tu sais. Exactement comme fait le médecin. Regarde un peu que quand tu tombes malade, tu arrives à l'hôpital, quel est le premier geste que tes parents font à la maison? Le premier médecin, qui est la maman. Parce que toi, tu fais le constat de ce qui ne va pas dans ton corps, tu es bébé. Mais le premier médecin, qui est ta maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle touche la température. Elle constate que tu ne manges pas depuis quelques jours. Après, elle touche le ventre. Elle fait la rétrospective depuis quelques jours. Le bébé ne fait pas de sel. Elle touche. Elle touche un peu. Elle va d'abord faire quelques petits trucs traditionnels là. Elle se donne encore quelques heures. Si ça ne va pas, elle va à l'hôpital. Maintenant, quand tu es grand, qu'est-ce que se passe? Même quand tu es petit, que se passe-t-il? Quand tu es malade, le médecin prend la température. Met la température et met le thermomètre dans la bouche. Tu vois un peu? On te demande quoi par la suite? Faire l'examen de sang. Il pouvait se limiter là. Il dit, bon, on va faire l'examen de sang. Bon, l'examen de sang, ça va. On fait, oh, c'est bon là. Il va faire l'examen de sang. Mais non, le docteur va te dire, fais l'examen de sang. Il te prescrit aussi l'examen de sel. Il te prescrit aussi la salive. Il peut même aussi te prescrire la peau. Il peut aussi te prescrire, c'est-à-dire qu'on va étudier les cheveux. Pourquoi? Parce que chacune de ces parties de ton corps fonctionne différemment, mais ils ont tous un même rôle. Être en accord pour que tu te portes bien. Ils pouvaient se limiter au niveau des selles. Ils pouvaient se limiter au niveau du sang. Ils pouvaient se limiter au niveau de la salive. Après ça, même il va te demander de faire le scanner de ton corps. La radio du cerveau. You know, les oreilles, on va aller checker. On va aller mettre, je ne sais pas comment le médecin appelle le truc là. Ils vont faire l'examen de l'endoscopie ou c'est whatever, copie. On te met un truc là où ça passe par d'autres voies pour aller inspecter là-bas dans le ventre ce qui ne va pas dans ton corps. Pourtant, on pouvait se limiter à un seul examen. Le sang. Mais non. La peau, les selles, le sang, la salive, le cerveau, le scanner. Parce que toutes ces choses-là ont des fonctions différentes, mais il faut que ces organes-là soient en accord pour que toi, tu te portes bien. C'est la même chose avec la nature et toi. Dès que tu es en accord avec la nature, tu verras comment tu vas te porter. Tu verras des choses que les autres ne voient pas. Tu verras des choses que certains n'arrivent pas à voir. Et parfois, tu vas manger un repas que tu n'avais pas besoin de manger ou bien qui ne va pas avec ton corps, tu vois flou. Ou tu bois ce que tu ne devais pas boire, tu vois flou. Ou quelqu'un qui a bu l'alcool, que son corps ne fonctionne pas avec l'alcool, ne supporte pas, il marche, il titube. Alors que quelqu'un d'autre prendra la même alcool que toi, il marche droit, tête bombée, tête haute, poitrine bombée, il va jusqu'à la maison, chez lui à la maison, comme si tu n'avais rien bu. Il faut que ce soit sa femme pour dire, chérie, je te vois là, je sens que tu as pris quelque chose. Hein? Mais il est normal, alors que le gars a bu au moins 2 casiers et demi. Mais toi, tu prends un demi-verre. Tu es dans un autre monde. Tu bagarres, tu attaques n'importe qui, tu ne tiens pas debout, tu as des équilibres. Il faut apprendre à connecter ton corps avec la nature et les besoins de ton corps. C'est très important. Et ça te permettra d'être fort, d'être intellectuellement stable, d'être mentalement équilibré, d'être physiquement à l'aise et que l'organisme fonctionne normalement. Donc, le documentaire que je vais présenter ici, ce n'est pas mon documentaire, c'est un documentaire de l'un de nos ancêtres. Ou, autrement dit, c'est nos ancêtres, parce qu'il y a les Njassem, les Wandje et tous les autres à l'intérieur. Il y a nos parents de l'Ouest qui ont même livré certains, leurs propres compatriotes qui se battaient pour eux. Dans le document que vous allez suivre,
Dans le documentaire que vous allez suivre, vous allez vous rendre compte que il y a des gens qui ont livré Wandji, pensant qu'ils livraient comme ça un bandit, un voleur, alors qu'ils livraient quelqu'un qui se battait pour eux. Parce que Wandji et les autres se battaient contre l'impérialisme et les impérialistes, contre les colons et les néocolons. Les néocolons, c'était le Biya, que vous voyez là. J'ai lu quelque part, j'ai entendu dire, pour vous raconter l'histoire avant d'aller un peu plus loin, que Amadou Ahidjo avait refusé de tuer Wandji. Même quand on est venu le voir pour signer l'ordre d'exécution de Wandji, il l'a refusé. Ce que je vais vous dire là, je ne connais pas. Je ne sais pas où est la vérité. Mais ce que je retiens, c'est que ces gens-là sont morts, assassinés. Mais il y a une autre histoire qui tourne là en fond. Donc je ne sais pas toujours où se cache la vérité et où est la vérité. On dit qu'Amadou Ahidjo avait refusé de signer l'ordre d'exécution. Mais c'est Paul Biya, président actuel, qui avait signé cet ordre d'exécution qu'on exécute Wandji. Jusque-là, je n'en sais trop rien. Mais je vous parle de ça pourquoi? Je vous parle de ça parce que ça ne m'intéresse pas. Le timing de tout ce qui se passe là ne m'intéresse pas. Le timing de ce qui se passe là en ce moment, donc on ressort tout ça, le tribalisme, les héros, les bandits, des propos déplacés, tentant ainsi de discréditer l'apport de ceux qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, entre parenthèses, les gens entre parenthèses libres. On tente de les discréditer. Alors tout ce qui se passe là, arrange qui? Arrange M. Biya Bivondo. Donc, bien que les acteurs soient des acteurs importants, bien que l'histoire soit têtue, pour moi, elle ne m'intéresse pas pour le moment. Mes héros resteront mes héros. On parlera d'eux après le départ de Biya. Parce que Biya a eu tout son temps pour que les imprimeries et les historiens, à travers les imprimeries, mettent sur papier toute cette histoire pour mieux éduquer la masse, informer la jeunesse camerounaise de leur histoire, informer même certains de nos ancêtres, de nos parents qui sont morts aujourd'hui, qui considéraient que Wandji, les autres, les Omniobe et tout ça là, étaient des délinquants, parce qu'ils ne connaissaient pas. Donc, la même histoire qu'ils ont fait avec l'Ukraine, c'est-à-dire on vous a inondé avec des fausses histoires, alors que l'histoire réelle était de l'autre côté, à travers les médias. Les mêmes médias ont joué ce rôle-là dans l'histoire des indépendances au Cameroun et des luttes de nos héros au Cameroun, parce que c'était des médias qui jouaient le son de musique de ceux qui étaient là à l'époque. Oui, monsieur, comme vous avez vu en Ukraine, vous voyez aujourd'hui ce qui se passe, la vérité est là. Pendant 3 ans, l'Amérique a donné 350 milliards. Les mêmes personnes, on a volé l'argent. La Russie a détruit tout ce qui est arrivé là-bas. Pendant que la Russie détruisait les armes que les Occidentaux envoyaient, les mêmes Occidentaux détournaient l'argent que l'Amérique envoyait là-bas. Entre-temps, le peuple russe est tué. Entre-temps, le peuple ukrainien est massacré. Mais ces gens-là sont dans leur maison avec leurs enfants. L'histoire que vous voyez en Ukraine, c'est ce qui s'est passé au Cameroun. Point de vue de la manipulation des masses. Point de vue de ceux qui venaient tuer mes compatriotes à l'ouest, au Napalm. Point de vue de ceux qui étaient à Yaoundé. C'est-à-dire qui avaient accepté de devenir des sodomifiants. Comme aujourd'hui, il y a un petit groupe dans ce monde que vous voyez là, qui sont des promoteurs de sodomifiants. Ils existaient déjà à l'époque. Les Biya Bivondo que vous voyez là. Les Martin Belinga et Boutou. Tous ces gens-là, celui qu'on appelle le général Waya Waya, Semenge, un faux général, ils étaient déjà là à l'époque et coupaient les têtes des nôtres. Parce que il y a eu un sentiment. D'abord, les rebelles avaient fait dire aux populations qu'ils étaient, enfin, qu'on ne pouvait pas les tuer. Qu'on ne pouvait pas les tuer. Donc les populations croyaient vraiment beaucoup à l'invulnérabilité des gens. Alors on était obligé quand on a tué un chef rebelle vraiment de couper sa tête et de venir l'exposer dans les villages. Bon, je pense quand même que c'était un peu d'information pour essayer de parce que les rebelles avaient beaucoup de désinformation. Que vraiment ils étaient invulnérables, que machin, tout ça. Bon. Oui, donc ce que vous voyez là n'a pas commencé aujourd'hui. Je vous fais ce petit tour là pour vous dire que le sang des enfants que vous voyez
C'était en prison. C'est le sang de Omnobe, le sang de Wanji, les Ndiassem et tout ce monde-là dans leur corps qui continue de se battre pour se dire, nous n'allons pas nous laisser comme ça entraîner. C'est ce qui se passe en Palestine, c'est ce qui se passe en Israël, les guerres perpétuelles, des enfants qui disent que ce qui est arrivé à nos parents, nous allons continuer de nous battre. Je veux donc vous dire ici que quand vous voyez ces Camerounais-là qui combattent au Cameroun, quand vous voyez ces Camerounais qui combattent partout en France, aux États-Unis, c'est un combat qui vient de très loin. C'est une énergie qui vient de très loin, connectée à leurs ancêtres, connectée à la nature, connectée à ce qu'ils veulent. Dieu n'a pas créé ce monde pour que ses enfants s'entretuent comme ça. Et ça a toujours été comme ça. Les conquêtes. Les gens vont en conquête, aller prendre des terres des autres. C'est le combat-là que nous continuons de vivre. Alors, je ne veux pas commenter ça. Parce que pour moi, commenter ça, c'est jouer encore le jeu de M. Biya à travers la distraction. Bien que le sujet soit un sujet très important pour notre vie, pour notre histoire, pour les nôtres qui sont morts. Ils vont être célébrés. Aujourd'hui ou demain. La preuve est qu'on en parle aujourd'hui alors que ça fait plusieurs décennies que certains ont été exécutés. On en parlera donc après Biya. Parce que tout ce que vous voyez là, ça fait le jeu de Biya. Oui, oui, ça fait le jeu de Biya. Vous ne verrez aucun plateau où on vous parlera des enfants qui ont... Cette femme qui a vu ses enfants mourir, 3 dans un carton. Très peu des membres du gouvernement viendront ici vous parler de ce qui se passe avec ce que Paul Biya signe par procuration. Gouverner le pays par procuration, celui qui vous dit avoir été élu, a pris les décisions de sa signature. Il a donné à quelqu'un d'autre, un Dongam au quartier, qui fait son petit yo-yo avec, couche avec les femmes, fait, abuse, tue. Tout ça, c'est lui qui dit avoir gagné l'élection en 2018, en 2011, en 2000, whatever. Lui, il est couché à la maison. Tout ce que nous avons de ce monsieur-là, c'est les gâteaux d'anniversaire. Pour voir Paul Biya, il faut le voir à l'anniversaire. Quand il est né en 1933, il célèbre l'anniversaire de sa femme. On sort avec un gâteau. L'anniversaire de son parti, on sort avec un gâteau. L'anniversaire de son cuisinier, on sortira avec un gâteau. Je ne vous parle même pas de sa fille. Il sortira également avec le gâteau. Voilà, tout ça, c'est pour eux. Donc tout ce qui est fait pour élever la gloire des démons. Parce que je considère personnellement que ces gens sont des démons. Tout est fait à leur gloire. Personne ne s'occupera de l'essentiel. Et ils ont reparti comme ça les rôles dans tous les domaines. Jusqu'au jour où tu tombes. Parce que toi, tu crois te battre pour eux. À la fin, tu te retrouves en train d'être leur victime. Vous voyez notre sœur. Elle est en prison. Marie-Paul. L'histoire s'écrit tous les jours devant vous. Voilà Marie-Paul en prison. Qui peut dire aujourd'hui que Marie-Paul n'était pas l'égérie du RDPC? Tout pour elle, c'est son Goliador. Elle parlait avec appétit. La voilà en prison. Elle était du RDPC. Ces gens n'ont pas d'état d'âme. Elle était l'une des leurs. Elle n'est pas seule. Les ministres, ils sont là-bas. Si ces ministres qui sont en prison sont là-bas parce qu'ils ont détourné, d'après ce qu'ils disent, mais que fait Ngongo dehors? Que fait Manawuda Malachi dehors? Que fait Femme Ndongo? Que fait Ozwati Baboke? Que fait lui Paul Motazé? Que fait Bargomboa? Que fait Mbargangele? Que fait Mbargojoui? Magloa Mbarga? Séraphin Magloa? Que font tous ces gens-là dehors? Si ceux qui sont en prison ont été jetés en prison parce qu'ils ont abusé, ils ont soustrait les deniers publics. Parce que ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est le temps. Dès que tu finis de leur être utile, on ne s'entend plus avec toi, on te sacrifie. On te dit, voilà, on a sanctionné tel parce qu'il a fait tel. Non, ceux qui sont en prison, c'est une petite poignée. 99% des plus grands voleurs des caisses de l'État sont dehors. Donc, je voudrais donc te le rappeler que ce que tu vas suivre dans cette publication, c'est plus que... Là-dedans, tu trouveras l'amour de la patrie. Tu trouveras l'amour. Les enfants qui se battent pour l'amour de la patrie. Et dans cet extrait, on te dira que Wanji avait une blessure au pied. Tu trouveras quelqu'un qui dépasse, qui surmonte la douleur, comme je vous dis tous les jours ici. N'ayez pas peur.
N'est-ce pas? Je vous dis de ne pas avoir peur. Pourquoi? En même temps, un être humain qui n'a pas peur n'est pas un être humain normal. Mais il faut dépasser la peur pour affronter la réalité. Parce que parfois, les obstacles que nous voyons là sont là pour nous permettre de nous dépasser, pour nous faire avancer. Vous allez entendre dans ce reportage que le gars avait mal au pied, mais il dépassait la douleur pour pouvoir avancer. Et dans le documentaire, il y a aussi un autre volet. Je vous donne comme ça quelques indices pour que tu prêtes attention dans le documentaire que tu vas suivre. Tu vas te rendre compte de quelque chose. Un jour, dans la forêt, pendant que certains sont en train de fuir, vous allez découvrir là, non, Wanje, le Jassem et tout ça, sont en train de fuir et tombent sur des personnes qui sont en train de les poursuivre. Wanje a mal au pied, n'est-ce pas? Son compagnon de combat, de lutte, est devant en train de fuir aussi. Quand il se retourne, il se rend compte que Wanje a mal au pied. Il n'arrive pas. Wanje qui était le leader, il se rend compte que si on attrape Wanje, on a attrapé, la lutte est finie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un tour de passe-passe. Il a plutôt ralenti. Il est revenu au niveau de Wanje, il a laissé Wanje s'avancer et lui, on l'a arrêté. Wanje a fui. Il a préféré se sacrifier pour que le leader ne soit pas arrêté. Je ne sais pas si vous comprenez, mes chers amis. Toi qui crois en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Je te ramène Jésus dans ta famille, dans ta maison. Il parle de ton grand-père, de ton arrière-grand-père, de ton arrière-arrière-arrière-grand-père, qui s'est sacrifié parce qu'il pouvait acheter le Lamborghini de l'époque, les R4 de l'époque. Il pouvait sacrifier, vivre sa vie de l'époque. Mais il a sacrifié cet argent-là pour envoyer ton père à l'école. Il s'est sacrifié. Jésus, pour les chrétiens, était à la croix, il est mort pour vous. Mais voici quelqu'un qui avait la blessure au pied. Il menait le combat. Et un autre, sachant qui est Wanje, a décidé, lui, de se sacrifier à la place de Wanje. Que Wanje parte, même comme il a mal au pied, lui se porte bien. Il ne faut pas qu'on arrête Wanje. Il s'est donc interposé entre ceux qui voulaient les arrêter. Il dit non, prenez-moi plutôt. Mais en s'interposant, on l'a attrapé. Pendant ce temps, ça a donné le temps à Wanje de s'enfuir. Quelle leçon de combat. Il n'y en a pas plus fort que ça. Une leçon, je ne sais pas. Chaque fois que je la pratique ici, je n'avais pas encore imaginé, pris le temps de lire et de réécouter. Moi-même, quand j'ai découvert cette version de l'affaire, j'étais fier de moi. C'est pour ça que tu ne m'entendras jamais mal parler d'un activiste, d'un combattant. Tu ne m'entendras jamais. Parce que les actions comme celles que vous allez suivre sont exceptionnelles. Il y a d'autres, plusieurs actions comme ça. Vous allez vous rendre compte quelque part que il y a le père Ndokmo, Monseigneur Ndokmo, qui voulait tout faire pour protéger tous ses combattants. Il a donné le meilleur de lui-même. Il a même transformé les autres en chrétiens, en prêtres, pour les porter dans sa voiture parce que sa voiture était interdite de porter, d'être contrôlée. Il avait une autorisation qui disait ne contrôlez jamais la voiture de Monseigneur Ndokmo. Donc il a transformé, il a donné des soutanes aux combattants pour qu'ils puissent passer inaperçus. Non mais c'est une histoire pas possible. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais je ne veux pas la commenter par la suite. Pourquoi? Parce que maintenant là, tout ça, le tribalisme et tout ce que ça comporte maintenant, c'est pour servir bien, gagner en temps. Donc j'ai voulu comme ça partager cette histoire avec vous, pour que chacun d'entre vous comprenne d'où nous venons, où nous allons, avec qui et pourquoi, et comprendre que ces gens que vous voyez là aujourd'hui ont tué toutes les personnes qui se sont battues pour l'indépendance du Cameroun. Tous sont morts. Mais ceux qui gèrent les affaires aujourd'hui, tout cela était contre cette lutte. Ils ne voulaient pas les indépendances. C'est ceux-là qui sont là aujourd'hui. Et c'est la même chose que vous faites. Vous êtes en train de reprendre la même bêtise. C'est-à-dire il faut que ceux qui se battent soient tués pour que les fils de pacotille, point de vue professionnel, de Mbargangele, des enfants qui n'ont aucun mérite, viennent s'asseoir en lieu et place de vos places. Vous venez encore de voir aujourd'hui quelque part là, dans un document, ce n'est pas l'actualité, que le fils de Mebe a été nommé directeur régional des hôpitaux à Douala. Il a déjà l'un de ses fils préfets ou sous-préfets. Femme Dongo a son fils préfet ou sous-préfet. D'autres ont leur fils procureur. Des cancres comme ça, mais qui continuent à être positionnés
Mais pendant que toi, tu es dans les réseaux sociaux, pendant que toi, tu es là en train de faire des cancans, ils sont en train de positionner les leurs, demain matin, vous allez apprendre que Brenda a été nommée directrice générale non, on va créer une structure pour elle, même s'il faut faire du porno là-bas, ce n'est pas grave. Pendant qu'ils sont en train de positionner les leurs, vous êtes au quartier, vous dites non, je suis un homme d'affaires, je fais mon business. C'est bien de faire ton business, c'est bien de faire ton business, c'est bien de faire ton activisme en combattant les autres activistes. Mais pendant ce temps, là, partout là, ils disposent les autres. J'ai même vu un responsable du renseignement qui m'a dit que nous sommes en train de voir un Camerounais qui se disait activiste. C'est ce qu'il m'a dit. Hein. Un Camerounais qui se disait activiste, très connu aussi dans la diaspora, qui est en train de construire au Cameroun. Il est en train de construire. Hein. Ils disent, nous sommes en train de le voir. On voit sa femme qui vient construire. On le voit faire. On attend quand il va finir de construire. On va déposer une petite bombe là-bas pour exploser ça. Pour dire, voilà. C'est ta récompense. C'est dangereux de fonctionner comme ça. Ils pensent que eux, ils sont les propriétaires du Cameroun dans la destruction. N'est-ce pas, tu vois? Et l'autre qui est dans la diaspora qui va construire là-bas, après avoir été longuement été contre eux, les insulter, les critiquer, il va construire pendant que d'autres sont encore là avant d'être chassés. Parce qu'il dit qu'il veut se reconvertir. Il te regarde. Biya est l'homme le plus rancunier. Regardez seulement ce qu'il avait fait à Evencom. Observez, vous allez voir. Donc, c'était une parenthèse. Pour vous faire comprendre que ne vous laissez pas embarquer par ces gens-là. Ceux que vous voyez là en ce moment sont complices de l'assassinat de tous ceux qui se battaient pour la libération du Cameroun. Biya, pendant longtemps, les a appelés les maquisards. Avant de venir dire que non, ce sont nos héros. Alors, ce sont nos héros. Qu'a-t-il fait pour les honorer? Qu'a-t-il fait pour que ces enfants soient enseignés dans les écoles, dans les universités, qu'ils soient dans notre, dans notre imaginaire, dans notre histoire commune, qu'ils soient élevés, qu'ils soient connus? Il n'a rien fait, n'est-ce pas? Pour de temps en temps ramener quelques pingouins, venir nous faire comprendre que non, c'était des bandits, c'était des voleurs de manioc, c'était des tueurs. Vous voyez un peu? Mais ils sont très contents quand on raconte les histoires de Gaulle, de Napoléon. Ils sont très contents quand on parle des héros dans d'autres pays, de Patrice Lumumba. Mais dans leur propre pays, on amène des pingouins sur des plateaux télé pour venir vous distraire. Je ne veux donc pas commenter ça. Parce que pour moi, ici, mon sujet, c'est le départ de Biya Bivondo et sa bande. Je suis contre les élections avec qui que ce soit au Cameroun sous l'ère Biya. De tout ce que vous voyez fait là, font partie des armes que Biya utilise pour vous opposer. Donc la manipulation de masse, la discrétion, le tribalisme, l'imposture, le mensonge, le détournement, vous opposez les uns et les autres, les crimes, l'homosexualité, les sodomifiants. Pendant qu'on parlait de sa fille, et Balen Gounou nous fait comprendre que le père lui-même était dedans. C'est écrit, le livre est là. On vous dit, c'est un désordre. Comment voulez-vous bâtir dans le désordre? Comment? Il faut donc d'abord nettoyer, chasser ces gens-là, maintenant pour reconstruire. C'est ce que je pense. C'est mon avis. C'est mon avis. Alors, ne donnez plus l'occasion aux membres du gouvernement de vous traiter comme des gens irréfléchis. Parce que demain, ils vont faire disparaître votre vrai combat comme ils sont en train de le faire avec Ernest Wandje et les autres. Comme ils sont en train de le faire avec Omniobe. Ils vont faire disparaître ce que vous avez mené comme combat. Battez-vous, nous sommes tous pareils. Nous qui sommes dans la diaspora. Je dis sans distinction de religion ni de région. Nous avons le même problème, le même ennemi. Tu es dans la diaspora, pourquoi? Tu es aux États-Unis, pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas rentrer dans ton pays? Alors si tu ne peux pas rentrer dans ton pays parce que le régime, mais l'autre là, bien qu'il soit Bassa, Douala, Mbo, Bakoko, Bakore, bien qu'il soit du nord-ouest et du sud-ouest, vous êtes victime de la même personne. Les opposants vivent au Cameroun avec Biya. Les membres du gouvernement vivent au Cameroun avec Biya. Toi, tu es aux États-Unis, tu péronnes. Toi, tu es en France, tu péronnes. Toi, tu es en Belgique, tu péronnes. Toi, tu es en Angleterre, tu péronnes. Toi, tu es en Australie, tu péronnes. En Chine, un peu partout, en Russie, tu péronnes. Mais vous ne vous entendez pas alors que vous êtes victime de la même personne. Vous faites ça comment? Comment faites-vous ça? C'est-à-dire, dans les deux cas,
les gens de l'opposition sont interdits d'aller chez eux au Cameroun. Certaines personnes du gouvernement qui soutiennent même le RDPC sont interdits d'aller au Cameroun. Ils sont des policiers, des militaires, des gendarmes. Tout ce que vous pouvez imaginer. D'autres veulent même construire, tout en étant des hommes en tenue, tout en étant des civils. Là-bas, on dit, voilà, on le voit en train de venir construire. Le moment venu, on va aller poser un petit truc là-bas qui va détruire tout ça. Alors, vous, dans la diaspora, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. N'est-ce pas? Alors, ces gens-là, si vous ne faites pas attention, l'histoire va se répéter. C'est-à-dire, ils vont prendre les leurs, qui vont écrire leur histoire, et vous serez toujours considérés comme des délinquants, comme des casseurs d'ambassade. Nous serons considérés comme des délinquants, comme des casseurs d'ambassade, alors que c'est nous qui sommes dans le juste. Nous sommes en train de combattre une bande d'imposteurs. Et c'est ce que j'ai envie de te faire comprendre. C'est ce que je suis en train de vouloir te faire comprendre. Que vous êtes en train, après tant d'années de combat, avec une petite fraction d'erreur, vous allez passer à côté de votre combat et vous allez laisser la place aux imposteurs. Observez, hein, au Cameroun, les gens du Nigeria qui traversent là sont plus respectés que toi. Ils ont le passeport camerounais. Et toi, tu n'as pas le passeport camerounais, alors que tu es camerounais. Les Libanais sont plus respectés que toi. Les Chinois sont plus respectés que toi dans ton propre pays. Et toi, tu es à l'extérieur, tu te fais ennemi avec ton propre frère, alors que ton Chinois et le Libanais sont en train d'acheter tes terres. Ce que Wandji ne voulait pas, ce que Jassem ne voulait pas, ce que Oumyobé ne voulait pas. Et je vous répéter les mêmes choses. Les mêmes choses. On te fait comprendre que pour évoluer, non, ce n'est plus l'étude. Tu es architecte, tu es ingénieur, tu es homme d'affaires. Non, 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 non. C'est le sodomifiant. Il faut aller te faire sodomifionzer. Le fion-fion-man. C'est comme ça que tu vas évoluer. Depuis que vous entendez le parcours de Wandji, que vous allez suivre dans cette publication, on vous a dit qu'il s'était soumis à qui, il y a quand et comment. Non, monsieur. Il faut donc arrêter ça. J'ai voulu échanger avec vous, vous demander d'observer cette publication et que chacun tire ses conséquences et ses conclusions. Écoutez et regardez. Amenés vers Limbe pour les faire traverser, aller du côté du Nigeria. Parce que selon Monseigneur Ndogmo, il y a d'ailleurs deux versions. D'abord, Monseigneur Ndogmo a dit qu'il avait eu l'accord d'Ahidjo de lui ramener Wandji. Et après, dans la deuxième version, il dit qu'il était en train de faire partir Wandji pour l'étranger. Alors, je voudrais que vous clarifiez, vous qui avez été aux premières interrogatoires au commissariat spécial de Mbanga. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord pour Jassem, voilà, parce que Ndogmo n'avait pas été interrogé en Mbanga. Ndogmo a été arrêté alors qu'il revenait de Rome. Je me souviens que j'étais dans cet avion qui avait fait un avion d'Air Afrique qui faisait Paris, Genève, Rome, Douala. Et on est arrivé le matin, jeudi matin. Alors nous parlerons aussi pourquoi il était allé à Rome, mais pour le moment, racontez-nous comment Jassem Mathieu s'est retrouvé dans les locaux de la police. Bon, voilà, nous, les services de renseignement du Mungo, étions au courant que quand Monseigneur Ndogmo se promène et qu'on nous disait qu'il a le curé dans sa voiture, nous savions que c'était de maquisards. M. Ndogmo est parti le 11 août 1970 où il avait fait loger Wandji, Ernest et ses compagnons. Attention, il faut toujours dire Wandji. Wandji, les gens disent Wandji, c'est Wandji Ernest. Camarade et alias camarade d'Émile. Camarade d'Émile, bon. Oui. Il est passé, nos informateurs nous ont dit que Monseigneur Ndogmo est passé ici avec 4 personnes dans la voiture, 4 curés. On a su que sont les maquisards. Parce qu'il les a bien en tenue de séminaristes. De séminaristes. Voilà. Bon, nous étions donc prêts, malgré l'interdiction de contrôler la voiture de Ndogmo, à interpeller cette voiture avec les prêtres, avec les curés, quand elle va remonter sur une console. Il y avait l'interdiction de confouiller sa voiture parce qu'il avait reçu l'autorisation de Saba Leko, préfet de Konsamba, qui lui avait donné de laisser passer parce que Ahidjo aurait, paraît-il, dit de le laisser tranquille parce qu'il est en train de négocier le retour de Wandji vers le Giron. Donc Saba Leko lui avait donné de laisser passer. Vous êtes formel là-dessus. Oui. Saba Leko lui donnait et le carburant, c'est-à-dire les moyens pour rencontrer les maquisards. Et ces jours-là,
il avait des laissez-passer pour transporter même les maquisards à bord de sa voiture. Et il nous était interdit de contrôler ces voitures. Maintenant, le 11 août. Le 11 août, il descend donc avec des curés dans sa voiture. Nos informateurs nous signalent. On attendait son retour. Il est parti un peu tard parce qu'il devait faire la messe en Konsamba, partir de Konsamba à Melon pour prendre les Wandje dans sa voiture et descendre pour retrouver la pirogue qui devait amener Wandje hors du Cameroun, au Nigeria. Bon, il a loupé cette pirogue. Et vous attendiez que quand il va revenir... Quand il va revenir avec les gens, nous allons interpeller cette voiture malgré l'interdiction. Voilà. Bon, alors, il est parti. Arrivé là-bas, il a trouvé que la pirogue était partie. Pourquoi il voulait faire sortir Wandje? Les gens disaient que Aïdjo lui avait demandé d'amener Wandje. Maintenant, lui, il veut faire sortir Wandje. Non. Il a tenté de 1964 à convaincre Wandje pour qu'il aille rencontrer Aïdjo avec lui. Il a d'ailleurs dit dans son interrogatoire qu'il a rencontré Aïdjo en 64 et en 65 et il a promis à Aïdjo de lui rapporter Wandje, pas pour le tuer. Et que Wandje aurait répondu que si il veut rencontrer Aïdjo, que Wandje voulait rencontrer Aïdjo, d'après ce que dit Ndogmo. Parce que il aurait posé la question à Wandje que pourquoi tu veux rencontrer Aïdjo, et que Wandje lui avait dit que il veut dire à Aïdjo de cesser d'être le valet de l'impérialisme et que eux ils se joindront à lui. C'était ça. Voilà. Quand il a refusé, Aïdjo voulait à tout prix la paix dans son pays, le Cameroun. Alors, Ndogmo a donc trouvé un autre moyen, c'est de demander à Aïdjo s'il peut accepter que Wandje sorte le Cameroun. Ça, c'est très bon. Aïdjo a donc accepté que Wandje sorte. Et il lui a donné des moyens. Pour le transport, l'hébergement et tout ça, pour que Wandje parte. Malheureusement, Ndogmo ayant été convoqué le 12 à Rome, parce qu'il avait construit une usine de plastique à Douala. En Konsamba. Le plastique du Mungo. Le plastique du Mungo, c'était à Douala. Ok, oui. Voilà. Il a été donc dénoncé, accusé à Rome, disait-il, par ses confrères. Il a dit Monseigneur Mongo à l'époque, Thomas Mongo, que c'est Monseigneur Thomas Mongo qui l'aurait dénoncé. Non, c'était son ami. Il est accusé Monseigneur Zoa. Zoa, pardon. Voilà, il a dit que c'est Monseigneur Zoa qu'il avait dénoncé. Bon, il quitte donc après avoir accepté que tous ces gens-là partent. Quand Aïdjo a accepté, ces gens, Wandje a préparé son départ. Ndogmo, lui, il avait déjà réservé sa place pour le vol du 12. Le 12 août. Et il savait qu'il fait sortir le Wandje le 11 août. Alors, lui, il est alors, quand il rate, la pirogue est déjà partie. Il ramène donc le Wandje et ses trois compagnons. Il les laisse où? À Maleke. Sur le catéchisme. Sur le catéchisme de Maleke. Excusez-moi de nom parce que je n'ai pas le livre là maintenant. Ça fait 36 ans aujourd'hui. Bon, il les laisse donc sur le catéchisme de Maleke. On ne sait par quel, ou bien Wandje avait un pressentiment. Il lui dit non. Je voudrais aller à Ndor pour. Il avait donc un ami qui assurait la liaison entre Ndogmo et Monseigneur et Wandje Ernest, Monsieur Fotsing. Monsieur Fotsing. Voilà. Fotsing avec Ndogmo quitte donc Maleke et ils s'en vont rester à Ndor 3. À Ndor 3, nous maintenant, la voiture de Ndogmo demande. Il n'y a personne. Il n'y a qu'un Ndogmo seul. Il n'y a qu'un Ndogmo seul. Mais où sont donc les curés qui étaient à bord? On commence à s'interroger. C'est là où on nous a dit, puisque le commissaire spécial de Mbanga s'occupait de Bombari et de Mbanga, on nous a signalé que la voiture est remontée jusqu'à Nkapa avec des curés à bord. Mais des Malekés, des Malekés, en Konsamba, il est seul. On voulait donc
raflé toute la nuit soit les populations d'Nkapa, soit les populations de Maleke. Mais lui, il était déjà en Ndor 3. De Ndor 3. Qui était déjà en Ndor 3? Wandji, Fotsing et Ndiasep Mathieu et deux autres. Voilà. Ils arrivent donc à Maleke, à Ndor 3. Dans la nuit, ils s'en vont demander à manger à une veuve. Dès que cette veuve les a vus, compte tenu du caddie qu'ils ont pris en 1970, qu'ils vont dénoncer toute présence des... Ils avaient pris le caddie chez le propriétaire de la plantation de Ndor 3. Oui, c'est bien, le propriétaire de la plantation de Ndor 3 était président de la section UNC de Mbanga. Comment il s'appelait déjà? Mais c'est Nancha Antoine. Voilà. Ils ont donc pris le caddie et ils devaient donc, la femme ne devait donc pas recevoir les gens qui ne connaissent pas la nuit. Il fallait dénoncer. Elle a commencé à crier en l'arabam, tui. La population est sortie. Wandji et ses compagnons ont fui. Bon, le 11 août donc, pendant que vous attendiez Ndogmo, il laisse ces gens-là chez le catéchiste de Maleke. Ouais. Et dans la nuit, qu'est-ce qui se passe? Bon. Wandji, ils vont demander à manger à une vieille veuve. À une vieille veuve à Ndor 3. Et cette vieille veuve se met à dire tui. C'est-à-dire Maquisard. C'était le mot de passe. Voilà, ils ont fui. La population essayait de les poursuivre la nuit et eux-mêmes avaient peur parce que les maquisards pouvaient les tuer. Ils sont partis. Étant donc partis, et Fotsing et deux autres demandent à Wandji que la zone est dangereuse, qu'il traverse pour... Fotsing, qu'est-ce qu'il est devenu en parenthèse? On ne sait pas jusqu'à présent. Bon, il est parti avec les deux autres. Avec les deux autres. Bon, ils ont traversé donc le Mungo. Ndiasep n'a jamais voulu donner le nom des deux autres. Jamais de la vie. Ni Wandji. Non. Je vais arriver là-bas, non, quand on va l'interroger. Bon, les deux autres ont traversé le Mungo à Mombobiche. Oui. Ils sont partis. Ndiasep est resté avec Wandji. Bon, Wandji lui tenait à rencontrer Ndogmo pour que il avait envoyé... Mais là, il n'était même pas au courant que Ndogmo était déjà parti sur Rome depuis le 12. Depuis le 12. Mais il voulait à tout prix monter en Konsamba. Et c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas. Ndogmo part sur Rome, abandonnant les gens dont il avait la responsabilité de faire rencontrer Amadou Ahidjo. Il part, il ne leur laisse rien du tout, il ne leur dit rien. Il ne leur dit. C'est sombre, mais l'histoire en parlera. Alors, le matin, Wandji, il résiste. Ils avaient des comprimés qu'ils buvaient sans manger. Le 13, ils arrivent à la plantation. Il faut préciser que Wandji avait une blessure au pied. Oui, qui l'embêtait beaucoup. Jusque-là, nous, on ne savait pas. Une blessure très grave. Oui, qu'il était malade. On ne savait pas. Bon, les deux planteurs, Fotsing et Ndemo, arrivent donc dans les... Non, pas Fotsing. Titinang, je crois. Non. Titinang et Ndemo. Excusez-moi. Oui, allez-y, c'est Titinang et Ndemo. Ils voient donc des gens qui sucent les fèves de cacao. Ils disent, voilà les voleurs de notre cacao. Ils commencent à les poursuivre. Eux aussi commencent à fuir. Ndiasep Mathieu qui constate que Wandji ne courait pas vite. On va l'arrêter. Parce qu'il a une blessure au pied. Il est âgé. Il freine. Wandji le dépasse et il se trouve entre Wandji et les planteurs. Les planteurs mettent la main sur lui. Et comme ça, Wandji profite pour partir. Il disparaît. Voilà quelqu'un qui pose un acte nationaliste pour protéger son patron. Les jeunes d'aujourd'hui, je ne sais pas s'ils peuvent le faire. Bon, ça c'est important. Donc, il protège Wandji qui part. Et lui, les planteurs le prennent et il dit qu'il est seul. Voilà. Parce que c'est important ça aussi. Voilà. Les deux planteurs, au lieu de l'amener chez leur chef de groupement, l'amènent directement au commissariat spécial. Le chef de groupement, il faut préciser que ces deux planteurs, Titina et Ndogmo, sont Tchang. Oui, c'est son Tchang. Wandji et Ndiasep, je crois, sont Bangante. Non, Ndiasep est d'Inkam. Ndiasep est d'Inkam, Wandji est Bangante. Ndiasep est de Yabassi.
Enfin, il est ce qu'on appelle le Honkam. Oui. Bon, il est... bon, donc les deux Tchans amènent directement Ndiasep Mathieu au commissariat spécial de Mbanga. C'est-à-dire chez vous? Chez moi. Il me trouve. Et c'est à moi que le commissaire Massongo Jean Martial confie l'exploitation de Ndiasep Mathieu. Ndiasep est donc devant moi. Il commence à nous raconter des choses qu'il disait pour nous tourmenter. Il dit qu'il a laissé le camarade Émile dans son PC. Son PC se trouve dans la forêt de Bazou, entre Bazou et Kondo. Le camarade Émile, c'est Wandie. C'est-à-dire, il veut vous dire, il fait la diversion. Regarde jusqu'à quel niveau il continue à protéger son patron. C'est un bon nationaliste. Il voudrait nous divertir. Bon, après, on fouille son sac. Pendant qu'on fouillait son sac, il y a deux chemises de deux infirmiers qui avaient été tués à la clinique Happy à Loum. Parmi les deux infirmiers qui étaient tués, il y avait le cousin du secrétaire de police Fongang Théophile. Oui. Quand il a vu la chemise de son cousin avec du sang, il a giflé Ndiasep Mathieu. C'est toi qui avez tué mon cousin. Ouais, c'est vous qui avez tué mon cousin. Ndiasep me dit commissaire, vous voyez, parce qu'il croyait qu'il était commissaire. Il me dit commissaire, vous voyez, je vous donne gratuitement des informations. Et ce monsieur me gifle. Ce monsieur me gifle. Donc je dans ne ces parle conditions, je ne parle plus. Si vous voulez tuer moi. Il n'a plus jamais parlé jusqu'à l'enquête à Yaoundé. Moi, je l'ai donc embarqué pour l'amener chez le chef service provincial, M. Nlem Émile à Douala. Je l'ai laissé et je suis rentré. Voilà donc l'arrestation de Ndiasep Mathieu. Le camarade Ben Bella. Donc le camarade Ben Bella est arrêté, mais on ne sait pas où le camarade Émile Wandie, puisqu'il a bien protégé. Voilà. Bon, maintenant, je disais au début de notre entretien que l'histoire est venue vers toi. C'est pas toi qui es allé vers l'histoire. Ça s'appelle un destin. Car nous savons que par la suite, Wandie lui-même aussi se livrera pratiquement à la population. Il se trouve, paraît-il, au bord du chemin de fer. Et alors, je vous laisse raconter, vous qui étiez là. Oui, alors, M. Wandie qui passe donc du temps en brousse, il ne sait que faire. Il prend la décision de s'embarquer dans un train qui va monter en Konsamba. Parce qu'il croit toujours que Ndogmo est en Konsamba, alors que Ndogmo se trouve déjà à Rome, devant ses supérieurs. Voilà. Il quitte donc là où il souffrait la selle. Avec sa blessure au pied. Avec sa blessure au pied, il rencontre les rails qui vont à Kumba. Et quoi qu'il est déjà sur les rails qui vont en Konsamba. Il s'assied donc sur un tronc de bananier qui s'est renversé. Quand ça se casse, il y a un coup de là. Il s'assied là. C'est là où deux autres planteurs tchans. Il s'assied en train d'attendre le train. Le train? Parce qu'il veut monter dans le train pour aller en Konsamba. Lui, c'est un document. Il veut voir le document. Bon, alors, pendant qu'il attendait dans le train, voilà deux planteurs qui arrivent. Il dit, mais non, pourquoi attendre? Je vais demander à ces gens de m'accompagner chez quelqu'un qu'il connaissait comme IPCIS. C'est un chef de groupement qu'il connaissait comme IPCIS, M. Camille Maurice. Camille Maurice, qui est Bangante. Qui est chef de groupement Bangante, d'Indé. En Banga. La précision est très importante pour la suite de l'histoire. Il demande qu'on l'amène chez Camille Maurice. Les deux planteurs acceptent. Il faut préciser aussi que les deux planteurs, je crois, c'est Lekemou et... Mais les noms sont là. Oui, Patitinan. Les gens qui vont lire vont trouver les noms. Patitinan, enfin bref, sont eux aussi Tchang. Parce que l'histoire, cette précision-là sont importantes pour qu'on sache ce qui s'est passé. Voilà. Les deux planteurs, comme par hasard, sont eux aussi Tchang. Et Wandie demande qu'on l'amène chez le chef de groupement d'Indé. Mais au lieu de l'amener chez le groupement d'Indé, il l'amène chez le chef de groupement Tchang, qui est Moulé Boniface. Bon, il quitte donc.
d'abord, il les a dit de venir. On lui dit, mais c'est toi qui? Il leur dit, c'est moi le chef. Il dit, je suis le président de la République du Cameroun, Soumaki. C'est important. Voilà. Alors, ils ont peur. Ils croient que comme ils ont arrêté Njasep Mathieu, maintenant c'est la vengeance. Parce qu'en Mbanga, déjà, tout le monde sait que deux Tchang ont fait arrêter Njasep Mathieu. Donc il y aura la vengeance. Ils ont donc peur. Ils ont peur. Mais il leur dit, c'est vous qui avez les machettes. Ils lèvent les mains en l'air, je n'ai rien. Venez, je vais vous demander un petit service. Il leur demande donc de le conduire chez Nkami Maurice. Il accepte. Il l'amène. Mais au lieu de l'amener chez Nkami Maurice, il l'amène chez Moulé Boniface. Il commence donc à marcher le long des rails. Pendant qu'il marchait le long des rails, mon informateur les voit et il disait que c'est un rebelle. Il dit quoi? Et il l'amène chez Moulin, lui prend le vélo. Il me suit à la brigade de gendarmerie où je me trouvais. Maintenant, on amène Wandji chez Moulin Boniface. Moulin Boniface est sorti très tôt le matin. Il est venu à la bicycle, à Douala pour prendre de l'argent et rentrer à Bonabéry pour voir quelqu'un qui exploite la plantation dont il avait, la forêt dont il avait l'autorisation. Oui. Il n'est pas sur place. La femme de Moulin Boniface, sa première femme, qui est Bamileke, n'est pas sur place. Mais c'est sa deuxième femme qu'on rencontre, une Douala, Jeanne. Moulin Jeanne. Bon, Moulin Jeanne maintenant, il est en face d'un problème difficile. Il ne connaît pas que c'est Wandji, mais il connaît que c'est un maquisard, mais Moulin n'est pas là. Son mari n'est pas là. Son mari n'est pas là. Il envoie donc appeler Lenga Koum, qui était le secrétaire de Nangcha Antoine, donc de la sous-section INC de Mbanga. Il vient, il appelle Mpanjo Aïtel, deuxième adjoint au maire de Mbanga. Ils sont donc confondus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moulin n'est pas là. Wandji insiste toujours qu'on l'amène chez Nkami Maurice. Pendant ce temps, maintenant, je suis informé, je prends le vélo de mon informateur, je cours au domicile de Moulin Boniface, j'arrive, je trouve Lenga comme devant une porte qu'il protège. Je vais entrer, il me refuse. J'ai créé une diversion, il commence à rire, abandonne la porte, je fais net. Je ferme la porte par l'intérieur. Je trouve un vieux. J'ai dit que c'est lui qu'on dit que c'est un maquisard? Non. Je lui demande en pidgin, tu peux parler français? Il me dit small, non, un peu. Il me dit qu'il peut parler français un peu. Et je lui demande donc, c'est vous qui? Il me dit, c'est moi, Wandji Ernest, président de la République du Cameroun, Soumaki. J'ai eu peur. J'ai dit qu'il m'a envoyé. J'ai failli pisser dans mes habits. J'ai dit qu'il m'a envoyé. C'est-à-dire, l'histoire vient vers vous. C'est ce que j'ai toujours dit. Voilà. Vous n'êtes pas allé vers l'histoire, c'est elle qui est venue. Je suis un Bassa, dont les Bassa IPCistes. Wandji est un Bamileke, les Bamileke IPCistes. Quand Wandji va disparaître maintenant, on ne va pas me croire que Wandji a disparu à cause de sa force mystique. Puisque vous croyez qu'il a une force mystique, c'est ce qu'on disait toujours. J'ai dit, je vais faire comment? Pendant que je réfléchissais, il me demande, et vous c'est qui? Je lui dis, correspondant des Jeunes Afrique Mbanga. C'est important, là vous trichez notre titre. Oui, vous déclarez correspondant de Jeunes Afrique en Mbanga alors que vous êtes policier. Alors que je suis Et je me souviens qu'à l'époque, cette affaire, quand on a exécuté Wandji à Bafoussam, j'avais assisté avec mon ami Ali Majos Blaise, mon collègue à l'époque à Jeune Afrique. Il a dit ça, que c'est le correspondant de Jeune Afrique qu'il croyait correspondant de Jeune Afrique qui est venu le livrer. Oui, c'est comme ça. Et on a même écrit ça dans Jeune Afrique. Donc le correspondant de Jeune Afrique. Alors quand je lui ai dit ça, il me dit, et vous êtes? J'ai dit, bah ça, il dit Dieu merci. Je peux maintenant me confier à vous. Alors il me dit qu'il voudrait qu'on l'amène chez Nkami Maurice. Et que Nkami Maurice l'amène en Konsamba chez Monseigneur Ndokumo. Il me dit, même si c'est toi, le correspondant de Jeune Afrique, qui peut m'amener en Konsamba, on peut aller en Konsamba. Étant en Konsamba, je vais demander à Monseigneur Ndokumo de me conduire chez Alijo. Bon, quand il m'a dit ça, il a commencé à me dire
tout le récit qui se trouve dans nos livres, comment il avait envoyé Ndogmo en mission en Algérie. Ndogmo a amené de l'argent, Ndogmo ne lui a pas donné. Il lui a donné que 800 000 francs. Et alors, il commence à me dire comment Aïdjo a accepté qu'il quitte le pays, il a donné les moyens à Ndogmo. Et j'ai oublié de vous dire une chose très importante. Dans le sac de Njasep Mathieu, nous n'avions trouvé que 7 000 francs en tout. Et pour tout. Et pour tout. Donc, Wandji Ndogmo, en le laissant à Maleka, il ne leur avait laissé que 7 000 francs. 7. Njasep est là pour le témoigner. Je le connais. Voilà. Alors, après, quand il a fini de me raconter tout ça, il a parlé de la division de l'IPC qui repose sur les épaules d'un certain Kwembenji. Samuel Kwembenji, voilà. Sur qui nous avions déjà fait une émission. Voilà. Samuel Kwembenji que j'ai connu étant jeune. Voilà. C'est Samuel Kwembenji qui a donné une partie de son terrain en Komodo pour que l'IPC construise son bureau dessus. Voilà. Il m'a dit que la personne qui a livré Oumniobin, c'est Mongo. Et il me dit, ni Nkwembenji, ni Mongo ne vont pas mourir de sitôt, ils vont souffrir. Nkwembenji va devenir aveugle. Il me dit, si tu seras vivant, correspondant de Jeune Afrique, il faut passer par là-bas. Nkwembenji sera aveugle. Et Mongo va souffrir en chair et en os avant de mourir. Mais Monsieur Bindji. Oui, ça c'est bien. J'ai connu Nkwembenji, je sais comment il est mort, je sais comment Mongo est mort. Voilà. C'est peut-être une prédilection. Il a prédit ça. Mais cela ne veut pas dire que si Nkwembenji est mort un peu aveugle, puisque je le sais, c'est à cause de Wandji. Voilà. Peut-être c'est pour ça que je dis, l'histoire, elle est comme ça. Nous devons rapporter ce qu'il a dit, mais ça ne nous engage pas. Et ça ne veut pas dire que c'est forcément parce qu'il a dit que c'est arrivé. Bon, alors, il me dit, je lui ai dit, mais est-ce qu'on peut aller manger chez moi? Il se lève. J'ouvre la porte. Vous me dites, mais avant ça, d'après ce que je sais, vous aviez déjà envoyé un de vos policiers aller avertir. Non. Je ne savais même pas que les policiers m'avaient rejoint. Il était là. Moi, j'étais enfermé avec lui. Oui, mais quand vous maintenant à Wandji, est-ce qu'on peut aller manger chez moi? C'était pourquoi? C'était pas pour l'amener chez vous. Ce n'était pas pour l'amener chez moi. À la police. C'est pour l'amener au commissariat. Voilà, c'est pour ça que je dis. Et vous saviez déjà qu'un de vos gars était parti. Non, il n'était pas encore parti. Allons-y. Quand j'ouvrais dans la porte, j'ai fait avancer Wandji. Quand il voit un béret rouge et un béret noir, il me dit dans ces conditions. C'est-à-dire un gendarme et un policier. Un policier, il me dit qu'il ne bouge pas. On rentre, il s'assied. Il me dit, viens. Il m'a expliqué beaucoup de choses, il n'y a pas du temps. Il m'a dit, c'est lui qui va réinstaurer l'UPC au Cameroun, qu'il s'est trouvé à l'étranger. Il m'a dit, les biens de l'UPC. Il n'a pas donné son nom, il a parlé de quelqu'un qui serait à la Banque mondiale, c'est ça? Mais vous n'avez pas essayé à l'époque. Il m'a donné son nom et il m'a dit de ne donner son nom à personne. Je connais son nom. Le monsieur est venu me chercher 2 fois. La première fois, il a trouvé que mon père était mort, je n'étais pas là. Il est rentré au Cameroun, ce monsieur? Oui, il est rentré. Il est au Cameroun? Non, il n'est pas encore revenu. Il est à l'ouest de l'Afrique. Il est en Afrique de l'Ouest. Oui. Alors, il me dit qu'il ne bouge pas. Il a bavardé, me dit un peu plus... Mais attention, nous ne sommes plus... les lois d'exception sont finies. Aujourd'hui, nous sommes en démocratie. On ne poursuit plus qui que ce soit parce qu'il a été rebelle. Tout ça s'est passé. C'est pour ça que si ce monsieur... sur qui reposaient les espoirs de Wandji est vivant, bon, il faut qu'on en parle. Parce que ce monsieur, aujourd'hui, peut-être que si tout le monde le connaissait, l'UPC se serait rangé derrière lui, on n'aurait pas les trois branches. Donc ce monsieur, c'est qui? l'UPC. Voilà. Monsieur Bindji, je pourrais vous communiquer son nom après cette émission, sans que le peuple camerounais soit au courant. Bon, excusez-moi là-bas.
C'est à ce moment que je me suis levé, j'ai entrebâillé la porte et j'ai demandé à Manga d'aller dire au sous-préfet, puisque le CCO était passé pour que tout se passe rien qu'à Manga au niveau du sous-préfet, pour dire au sous-préfet que je suis avec Wandji dans une chambre chez Moulin Boniface. Manga est parti, il a dit au sous-préfet, avant d'arriver là-bas, Lemela m'a appelé et il a confié à Lemela que j'ai arrêté Wandji. Lemela a donc transmis immédiatement la nouvelle à Yaoundé et on a dépêché dans les avions, les hélicoptères qui sont... Mais attention, vous sautez là. Je crois, d'après ce que je sais, avant que les avions, les hélicoptères ne viennent, Monsieur Enamba, qui était préfet, je crois... Je voudrais arriver. Oui, il était... C'est Sabal n'était plus préfet. Sabal n'était plus préfet. Il est devenu ministre à Yaoundé. Oui, secrétaire d'État à la justice. Voilà. C'est ça. Lemela. Non, Enamba. Enamba qui était préfet en Konsamba. Je voudrais arriver. Enamba est de passage, comme par hasard. Voilà. Quand j'ai donc informé le sous-préfet, M. Enamba se trouvait déjà au niveau de Loum. À tout hasard. À tout hasard. Il était en train d'aller à Douala. Il faut préciser ça. Voilà. Parce que l'arrestation de Wandji, il faut qu'on explique qu'on ne l'a pas arrêté. C'est très important qu'il a été livré. Parce que les gens ont essayé de prendre ça sur eux. Ce que je sais, c'est que M. Namba partait de Konsamba pour aller à Douala. Et quand on a arrêté Wandji, il était au niveau de Loum. Donc il a trouvé l'affaire en Banga. Oui, déjà en Banga. Et que Lemela est venu par la suite parce qu'on l'a informé à Douala. Et tous les gens qui sont venus de Yaoundé sont venus parce que Lemela les avait appelés. Ils sont donc, pendant que le sous-préfet invite l'armée de terre en Banga à venir me chercher chez Moulin Boniface, ils ont donc amené un camion. Wandji, quand on me dit que nous devons partir, je me lève avec Wandji, on sort. Il voit le camion. Il dit qu'il ne peut pas monter dans un camion. Quand notre président... Et quand votre président ils sont dans une voiture décapotable. Il salue la population. Il salue la population. Moi, je suis le président de la République Soumaki. Amenez-moi une voiture décapotable pour que je parte. Sinon, terminez-moi ici. Il refuse. Je m'en vais tout doucement à côté du commandant de la 7e compagnie. Je lui ai dit non, elle va amener une voiture Jeep. Nous mettons Wandji là-bas. Il m'a écouté, il est parti apporter une voiture Jeep. Là, Wandji a accepté de monter. Il est monté, mais nous avions donné des consignes aux deux militaires qui étaient à côté de lui, de le bloquer pour qu'il ne se lève pas pour saluer la population. On l'a donc amené à la 7e compagnie et Namba est arrivé. Et nous sommes d'abord assis, les responsables du maintien de l'ordre à Manga, et je leur ai raconté ce qui s'est passé. Et il m'a demandé si Wandji n'avait pas les documents. Pendant que j'étais avec Wandji dans la chambre, il a mis la main dans sa culotte là. Il a sorti les documents pour me montrer l'ordre de mission qu'il avait donné à Monseigneur Ndokumo pour aller leur chercher les moyens en Algérie et au Ghana. Bon. Et il précise que Monseigneur Ndokumo avait eu les moyens. Oui, il avait eu les moyens. Il ne lui a pas tout redonné. Oui, il ne lui a pas tout donné. Il lui a donné 700, 800 000 francs en tout et pour tout. Voilà. Alors, je leur raconte. C'est là où Enamba me demande si Wandji n'avait pas les armes ou quoi. Je lui ai dit non, Wandji n'avait même pas une lame de rasoir. Il avait seulement les documents ici que je lui ai donné après avoir beaucoup réfléchi. Parce que pour nous les policiers, les documents là ne devaient être remis qu'à Pondi. J'ai donc pensé qu'en regardant ces documents, je suis Bassa, IPCiste. Wandji est Bamileke, IPCiste. Quand je regarde ces documents, on va dire que j'ai fait pour que l'état-major de Wandji fuit en brousse parce qu'ils vont apprendre qu'on a arrêté Wandji. J'étais donc obligé de mettre ces documents et cela m'a coûté ce que m'a coûté jusqu'à aujourd'hui. Bien, vous avez écouté attentivement. Vous allez encore réécouter. Le courage, la trahison, l'amour de la patrie, l'amour de son leader, l'amour
d'une partie du peuple, l'amour même des épouses de ces gens-là. On parle beaucoup d'eux, mais on ne parle jamais assez de leurs épouses. C'était même l'occasion, à la venue du 8 mars prochain, je vous fais cette publication-là maintenant. Nous sommes aujourd'hui jeudi, je filme ça jeudi parce que à la fin de la semaine-là, nous allons être très très mouvementés. C'était une occasion pour parler des femmes de Omniobé, les épouses, les copines ou bien les fiancés de tous ces gars-là. Les Wandje, les Djassem et tout ce monde-là. À la veille, pour dire à la femme camerounaise, ne soyez pas des objets sexuels, ne soyez pas des poubelles. Vous êtes des mères, vous êtes des héroïnes, vous êtes des princesses, vous êtes des reines, vous êtes des dieux. Parce que nos premiers dieux sur cette terre sont des parents. Et partent de qui? De vous, les mamans. Donc j'ai voulu échanger avec vous. Vous avez écouté le courage, la souffrance de la blessure, la souffrance de vivre dans la forêt, d'aller manger le manioc, d'aller manger, vivre comme des animaux, parce qu'ils veulent libérer un peuple. Non, à regarder ça, rien ne peut me faire peur. À écouter ça, rien ne peut m'arrêter. Je dis à écouter. Je vous dis à écouter ce récit, cette histoire. Alors, qui n'est qu'une fine partie de l'histoire de notre pays. Ce que vous entendez là, c'est une fine partie de l'histoire. Écoutez ça seulement. Ne peut pas m'arrêter dans le combat, dans la lutte. Je dis aucun obstacle, aucun tribunal international, aucune haine, aucune attaque, aucune arme ne pourra m'arrêter. Seul Dieu m'arrêtera en me demandant d'aller me coucher et le sommeil de la mort. Seul Dieu. À voir ce que mes parents ont fait là, à écouter ce qu'ils font là, ce qu'ils ont fait qui est resté dans l'histoire, rien ne peut m'arrêter. Donc c'est ce que nous allons transmettre aux autres. Biya nous a trahis avec sa bande des imposteurs. Il faut donc laver cet affront, donner une histoire au peuple camerounais, à la jeunesse camerounaise, qu'elle soit fière de mener des luttes comme la jeunesse israélienne, comme la jeunesse palestinienne, comme les Chinois, comme les Maliens, comme les Burkinabés, comme les jeunes qui sont du Niger, qui se battent pour leur peuple, comme les jeunes Sénégalais qui se lèvent aujourd'hui, disent voilà celui que nous avons choisi. Oui, ils passeront par la case prison, mais ils seront des vainqueurs. C'est ce courage-là, c'est cette volonté de vaincre que nous devons transmettre aux autres. C'est pour ça que je voulais échanger avec vous et vous dire, mes chers amis, je ne veux pas commenter ces publications-là maintenant, parce que ce n'est pas le moment. Biya veut nous diviser pour mieux régner, pour faire asseoir la bêtise. C'est ça, sans moi. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes, la bénédiction de Dieu, que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. C'est parce que je sais, chacun d'entre vous dans son domaine respectif, que je suis convaincu que où que vous soyez milliardaire américain, camerounais, que vous soyez milliardaire au Cameroun, que vous soyez homme d'affaires, que vous soyez journaliste, que vous soyez activiste, que vous soyez intellectuel, historien, que vous soyez commerçant, benzikineur, taximan, que vous soyez militaire, policier, gendarme, que vous soyez même chômeur, que vous soyez comédien, artiste, humoriste, musicien, chanteur, écrivain, je suis convaincu que c'est par vous que passera le changement et l'histoire du Cameroun. Ça sera écrit par vous. Je crois en vous. Vous pouvez croire en moi. Bien sûr, aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.